Autrefois appelée Gaïa, nous voici en Empire, le bastion de l'humanité. C'est l'île la plus grande de l'archipel, située au sud-est. Pour vous donner un ordre d'idée, la France fait à peu près 550 000 km² et l'Empire en fait 520 000. Et c'est plutôt une bonne chose que le territoire des humains soit le plus vaste, car comme les Alphars sont affiliés à l'air, les Alastines à l'eau et les Surts au feu, l'humanité, elle, est affiliée à l'élément de la terre. On est sur une inspiration germanique du XIIIe, XIVe siècle. Pour être dans le cliché, en Empire, c'est le chevalier teutonique évoluant dans le bas Moyen-Âge de l'Europe. Du point de vue paysage, on est sur une île particulièrement boisée, une grande forêt s'étend du nord au sud. Alors, elle est principalement composée de conifères, des pins, des cèdres, épicéas, mais aussi quelques feuillus, chênes, érables, châtaigniers, etc., etc. On a aussi une grande chaîne de montagnes aux monts enneigés qui part du sud et qui se scinde au nord. Ces montagnes regorgent de ressources minières, telles du fer, du bronze et surtout de l'or. L'Empire dispose aussi d'un immense lac leur fournissant toute l'eau douce nécessaire. Il est vital pour l'intégralité des créatures peuplant la terre des hommes. Entre la grande forêt qui fournit l'apport de bois nécessaire à la construction des bâtiments et navires, les montagnes qui alimentent les forges impériales mais aussi les fonds monétaires, plus le lac Étoile qui regorge de vie et qui est un véritable berceau naturel, d'un point de vue environnemental, l'humanité se met bien. Parlons maintenant des lieux où figurent les plus grandes cités et forteresses humaines. Tout au nord et ne disposant pas d'accès à l'océan se trouve Ormain. Ormain, c'est la cité du bois. Elle regroupe le plus important groupe de bûcherons de tout archipel. La cité est comme une immense scierie et une plaque tournante commerciale. À l'ouest d'Ormain se trouve la cité portuaire de Talburg. Bon, elle est bien moins importante que le port impérial de Plage d'Or au sud, mais chaque année Talburg accueille tout de même des milliers de non-humains venant fouler les terres impériales. Ah, et nous voilà à la forteresse impériale de Stadtkaiser, bastion imprenable de l'humanité abritant le château du Nouvel Ordre où siège l'empereur. Une dizaine de faubourgs s'étendent jusqu'à l'océan du Jormungand à l'ouest, reliant ainsi le fleuron de l'Empire au reste du monde. Presque tous les états-majors des grandes instances sont basés à Stadtkaiser, que ce soit l'armée impériale, les collèges des élémentalistes et des enchanteurs de la terre et la guilde paramilitaire des lames rouges. Au sud de Stadtkaiser figure Einstern, une ville résidentielle de gros riches, bourgeois, nobles et anciens militaires honorifiques. Au cœur des terres impériales, à proximité du lac Étoile, se trouve Hafen. C'est plus un grand village qu'une cité à part entière. Ses habitants suivent les préceptes de la conseillère impériale, qui consiste à maintenir la symbiose entre le lac Étoile, la forêt et les montagnes. On peut dire que ce village prend soin de toute vie comme le ferait le peuple alastine. À l'endroit où la rivière du lac Étoile vient se jeter dans l'océan Jormungand figure la cité fortifiée douanière de Enark. Selon les lois impériales, tout navire voulant se rendre à l'intérieur des terres par voie maritime doit s'acquitter d'une taxe. Les gardes-côtes de la cité d'Enark s'assurent donc que l'on respecte les règles de l'empereur. Ensuite, dans le coin sud-ouest de l'Empire se trouve la cité portuaire de Plage d'Or. C'est ici qu'est stationnée la marine impériale ou tout autre navire de guerre. À proximité de Plage d'Or se trouve un petit réseau d'îles, formant, comme sur Perce-Ciel, un archipel dans l'archipel. Pas mal de petits villages de pêcheurs s'y trouvent, mais aucune forteresse ni infrastructure militaire. De toute façon, les gardes-côtes impériaux patrouillent constamment. Et pour finir, la dernière grande cité impériale se nomme Verloren. Elle garde toutes les côtes
est de l'Empire, qui n'est qu'un amas de terres infertiles et de toundra, servant de refuge aux pires criminels, bandits et malfrats, cherchant à fuir l'épée de la justice. Maintenant, on va parler de l'histoire de l'Empire, ou devrais-je dire, l'histoire de Gaïa. C'est comme ça que fut appelée la Terre des Hommes avant le coup d'état de l'empereur autoproclamé Morgan Skin. Avant cet événement politique majeur, l'humanité était divisée en plusieurs tribus jonglant entre alliances et guerres internes. Il fallait imaginer la terre de l'humanité comme un immense royaume ne comportant pas de roi. À sa place demeurait une myriade de duchés se disputant les uns les autres la moindre parcelle de terre. Une fois le premier conseil des quatre créé en -552, l'humain choisi pour y siéger était simplement le chef de guerre le plus puissant. Mais tout changea à l'an -13, lorsqu'un jeune général décida de former une caste de guerriers d'élite, initialement formée pour lutter contre la secte des briseurs du destin, l'Inquisition. À la tête de ces guerriers exterminateurs, il libéra peu à peu l'Empire de la menace de la secte des briseurs du destin. Après plusieurs années à guerroyer, le jeune général gagna en notoriété, autorité et pouvoir. Il décida d'unir les humains sous une seule et même bannière, la sienne, celle de l'empereur. Au vu du nombre de ses victoires militaires et de l'importance de son armée, les autres chefs se rangèrent à ses côtés. Ainsi s'effaça Gaïa pour laisser place à l'Empire. Et encore de nos jours, c'est l'empereur Morgan Skin en personne qui siège au Conseil des Quatre. Mais il ne le fait pas seul, car il est toujours accompagné de la conseillère impériale Emilia Gilgamesh. Cette femme, véritable parangon de justice, de vertu et de bonté, vient calmer le tempérament agressif et parfois même tyrannique de l'empereur. Bon, alors maintenant on va parler du gameplay des humains, de la jouabilité, en commençant par le trait racial Dernier Souffle. Il permet de tenir un tour supplémentaire avant d'être inconscient ou mort. Je m'explique. Dans le jeu de rôle Archipel, quand un personnage tombe à 0, -1 ou -2 points de vie, il devient inconscient. S'il dépasse les -2 points de vie, alors il meurt. Le trait racial Dernier Souffle accorde un dernier tour de chance au personnage humain. Durant ce court laps de temps, durant ce dernier tour, il ne devient inconscient qu'à -4 points de vie et meurt qu'à -8, donc autant dire qu'il faut y aller. Alors ça veut dire que le trait racial Dernier Souffle permet de bénéficier d'un tour supplémentaire pour se soigner, se planquer, courir, fuir, etc. etc. Par contre, passer ce tour de la dernière chance, alors les règles normales des points de vie s'appliquent. Au niveau des stats, les personnages humains sont moyens partout. Ils sont polyvalents, que ce soit en force physique, agilité, force mentale, intelligence. Au niveau de la santé mentale, ils ont le même nombre de points que les autres races. En termes de points de vie, ils sont situés dans la moyenne haute. Ils ont le même nombre de points de chance que les autres. Et ils ont 2 actions comme les Surts et les Alastines. Encore une fois, il n'y a que les Alphars qui bénéficient de 3 actions. Passons maintenant aux classes spécifiques aux humains. Tout d'abord, il y a l'assassin. Très fort en agilité, expert en armes de finesse, dagues, rapières, couteaux de lancer, c'est quelqu'un de très rapide qui va privilégier l'esquive. Ensuite, à l'opposé de l'assassin, on a le champion. Alors lui, c'est port de l'armure lourde, maîtrise arme lourde, il encaisse et il tape. Et on change encore totalement de style de perso pour aller vers une classe bien plus subtile, les élémentalistes de terre. Ils ont accès à des invocations élémentaires qui infligeront des dégâts comme avalanche ou jet de pierre, des invocations qui paralyseront les ennemis, comme ensevelissement, mais aussi qui protégeront les alliés, comme l'invocation peau de pierre. Pour ce qui est des enchanteurs de la terre, eux vont invoquer littéralement des golems en bois, argile, pierre,
Enfin bref, tout ce qui est affilié à la Terre. Ces golems pourront surtout protéger les alliés, mais aussi frapper les ennemis. Ensuite, pour finir, on passe à une classe qui est un mélange entre l'assassin et le champion. J'ai nommé le patrouilleur. Défense moyenne, aussi fort en attaque qu'à distance, et plutôt débrouillard, avec ses compétences en survie et en premiers soins. Donc, pour parler en termes de jeux vidéo, nous avons l'assassin qui sera le fufu DPS, le champion qui sera le tank DPS, l'élémentaliste de terre pouvant lancer des invocations plus de soutien que de dégâts, l'enchanteur de terre qui avec ses golems va plus soutenir les alliés qu'infliger des dégâts, et le patrouilleur mi-corps à corps, mi-distance, mi-soutien. Voilà, bienvenue en Empire.